Bonjour et merci de votre fidélité à Actualité.cd et ses différents programmes. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux dans le cadre du magazine Focus, l'ambassadeur Tossi Panou, négociateur senior climat de la République démocratique du Congo, avec qui nous allons mettre un point sur la mise aux enchères de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Théopâtre. Alors, la République démocratique du Congo a mis aux enchères 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. Les appels d'offres internationaux ont été lancés officiellement jeudi à Kinshasa, mais en dépit l'opposition, donc de l'opposition de quelques ONG internationales comme Greenpeace, qui craignent une catastrophe écologique, le gouvernement de la République démocratique du Congo veut accélérer le processus. Comment déjà réagissez-vous par rapport à ça? Je pense que nous sommes un État souverain et les autorités qui sont à la tête de l'État, qui ont été élues de manière légitime, doivent identifier les leviers qui permettent l'atteinte de certains objectifs, qui sont la réduction de la pauvreté et la recherche de conditions de croissance socio-économique qui soient inclusives. Donc cet objectif-là doit être atteint. Et nous savons que nous sommes un pays qui est doté d'énormes ressources naturelles et que les industries extractives en général ont aidé à renflouer les caisses de l'État. Aujourd'hui, la part belle était faite à la branche du secteur extractif axée sur les mines. Aujourd'hui, l'État a décidé de lever l'option d'activer l'autre branche du secteur extractif, qui est celui du pétrole et du gaz. Il y a un potentiel dont on parle. Il faut aujourd'hui l'identifier, s'assurer qu'il est avéré à travers de la prospection, à travers de l'exploration. Et si jamais on se rend compte qu'effectivement ces ressources-là sont bien réelles, il faudra peut-être aller dans la phase de l'exploitation. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une levée de boucliers où les gens veulent empêcher à l'État de même évaluer ce potentiel. Et donc ça ressemble un tout petit peu à certains paternalismes, ça ressemble un tout petit peu à ce que d'aucuns dans certains cercles environnementaux pourraient appeler du colonialisme climatique. Il faut laisser, je pense, l'État identifier ce potentiel et entourer la démarche de mesures de sauvegarde environnementale et sociale qui soient rigoureuses et voir si cela vaut la peine d'aller jusqu'au bout de la démarche. Mais il faut que cette réflexion se fasse, il faut que cette évaluation se fasse. On ne peut pas empêcher un État souverain de ne pas pouvoir chercher les moyens de réduire sa pauvreté. Mais est-ce qu'il est pertinent de lancer ces appels d'offres maintenant? Euh, Pourquoi pas maintenant? Moi, je crois qu'il y a un secteur international qui est aujourd'hui caractérisé par la crise russo-ukrainienne, qui fait qu'une partie des ressources en hydrocarbures qui venaient de la Russie euh, ne sont plus disponibles. Ça crée une pression, ça fait monter les prix et ça crée une rupture de l'offre et de la demande. Donc la situation actuelle, c'est qu'il y a une forte demande des produits pétroliers et gaziers à des prix très élevés. La RDC a le potentiel de pouvoir en produire également. Pourquoi devrait-elle se priver de ce levier de pouvoir euh, faire abonder euh, les caisses de l'État de certaines ressources qui pourraient provenir de cette exploitation? Vous savez, aujourd'hui, on produit 23 000 barils par jour. Ça a un impact d'environ 4,5%, une contribution d'environ 4,5% sur le budget national. Vous imaginez si on passe de 23 000 barils à 1 million de barils jour, quel impact ça aura sur le budget national? Et Et comment est-ce pour que passer par là, qu'est-ce qu'il faut concrètement? il faut faire, il faut faire de la prospection, il faut faire de l'évaluation, il faut explorer. Et si jamais on identifie donc des endroits où ces ressources sont évidentes, il faut les extraire. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a des techniques modernes qui permettent l'exploitation du pétrole avec un impact écologique assez limité. Il y a par exemple des pays comme la Norvège, qui est un État qui finance beaucoup d'actions dans les forêts tropicales. La Norvège produit quand même environ 3 millions de barils de pétrole par jour. La Norvège essaie de le faire de la manière la plus propre qui soit,
par exemple en interdisant le torchage. Parce que lorsqu'on produit le pétrole, dans la nappe souterraine, dans la réserve, il y a souvent trois éléments. Il y a du gaz, de l'huile et de l'eau. Donc on sépare les trois éléments. Le gaz, comme il n'y a pas beaucoup de débouchés, on le brûle. C'est très polluant. Mais aujourd'hui, il y a moyen de faire l'exploitation pétrolière en évitant ce torchage-là. En termes d'impact sur le climat, ça limite les émanations de gaz à effet de serre. Il y a également l'impact sur la biodiversité. Il y a moyen aujourd'hui de s'assurer que la démarche se fasse de la manière la plus vertueuse possible. Il y a une obligation de respecter la législation congolaise. Celle-ci dit que dans les aires protégées, il est interdit d'entreprendre des activités telles que les activités pétrolières. Et donc, mon entendement est que même s'il y a une situation où il y a des chevauchements entre certains blocs pétroliers et certaines aires protégées, après concertation entre le ministre des hydrocarbures et la vice-première ministre en charge de l'environnement et du développement durable, ma compréhension est qu'il n'y aura pas d'exploitation dans les aires protégées. Donc, la démarche qui a été initiée par le gouvernement est une démarche ambitieuse, audacieuse. Le gouvernement veut résolument aller jusqu'au bout de sa logique, en montant même en puissance, puisque nous sommes passés de 16 blocs à 30 blocs qui ont été alloués. Et donc aujourd'hui, c'est une démarche qui a été initiée, mais qui devra se faire avec transparence, qui devra se faire de manière participative, qui devra se faire en suivant les normes les plus rigoureuses qui soient en termes de gestion environnementale, et qui devra également tenir compte surtout de l'homme, du Congolais, puisqu'il faut que, à la fin de la journée, toute cette démarche vise à améliorer son bien-être. Et donc, en ayant plus de ressources, l'État pourra, par exemple, se réapproprier sa souveraineté environnementale, qui, pour moi, aujourd'hui, malheureusement, repose entre les mains de beaucoup de partenaires étrangers. Beaucoup de nos programmes environnementaux, climatiques, sont financés par des bailleurs, sont financés par des ONG. Et si l'État, aujourd'hui, a les moyens, grâce à la manne pétrolière, de pouvoir s'autofinancer, ça va nous donner plus de sécurité pour préserver notre patrimoine environnemental. Donc il y a une espèce de paradoxe, puisque on estime que le pétrole, c'est une démarche peu vertueuse de s'engager dans le pétrole, puisqu'il pollue, mais c'est grâce au pétrole qu'on pourra véritablement avoir les moyens de pouvoir faire un saut qualitatif en termes de préservation de l'environnement. Parce que lorsqu'on regarde notre taux de déforestation, qui est d'environ 0,3% par année, on est en train de perdre ce combat face à la déforestation. Donc notre forêt est en train d'être détruite à cause de moteurs de déforestation qui sont en fait déclenchés par la pauvreté. Et en 10 ans, on estime qu'on a peut-être perdu l'équivalent d'une superficie comme un pays comme les Pays-Bas. Et pour pallier à cette situation, vous estimez qu'il faudrait? Il faut que l'État puisse avoir plus de moyens pour pouvoir mener cette action. Et d'où ces moyens proviendraient? En produisant du pétrole, l'État peut avoir plus de moyens pour lutter contre la déforestation. Vous avez évoqué un aspect, vous avez dit on est passé de 16 à 30 blocs oui. Mis aux enchères. Est-ce que cette situation, ça vous inquiète? Ou c'est fait à la va-vite selon vous? Moi, je pense qu'il s'agit d'identifier un potentiel. Parce que l'État a quelques indices et l'État veut signer des partenariats avec des entreprises qui, elles, ont de gros moyens de pouvoir identifier ce potentiel. Donc, il faut en fait qu'on arrête d'aller dans une démarche manichéenne où soit on protège la forêt, soit on produit le pétrole. Il y a moyen de faire les deux. Et beaucoup de pays développés, produisent beaucoup de pétrole. Beaucoup de majors, des grandes compagnies pétrolières, Total Energy, British Petroleum, Royal Dutch Shell,
ExxonMobil, sont des compagnies occidentales qui produisent beaucoup de pétrole. Donc il faut qu'on arrête d'essayer de culpabiliser le Congolais Mais quel mécanisme finalement? en disant vous allez détruire la forêt, vous allez polluer la planète, alors que ce n'est pas nous qui le faisons. Aujourd'hui, la RDC est un pays solution qui, à travers ses 155 millions d'hectares de forêt, stabilise le climat mondial. Donc quand ces gens-là produisent leur pétrole, c'est la RDC qui absorbe ces émissions de gaz à effet de serre. La RDC aujourd'hui, avec ses minerais stratégiques, comme le cobalt, le coltan, la RDC permet de faire des batteries pour les véhicules électriques, des batteries pour les systèmes solaires, et la RDC aide les pays développés à se décarboner. C'est la RDC qui fait ça. Donc la RDC a, je dirais, un énorme crédit à l'action climatique. Je ne dis pas que maintenant nous devons nous mettre à débiter, mais je dis seulement que nous sommes un pays pauvre et nous avons le droit d'actionner certains leviers qui vont nous aider à réduire la pauvreté. Et vous savez, si la RDC produit ce pétrole, on va pouvoir garantir une certaine indépendance énergétique, parce qu'aujourd'hui, tout le pétrole qu'on utilise ici est importé. Et il faut mobiliser des devises. Et ça met à mal notre balance des paiements. Qui plus est, nous devons, pour ne pas suffoquer la population, subventionner le prix du carburant à la pompe. Et donc ça grève davantage les caisses de l'État. Et ça grève les caisses de l'État de moyens qui pourraient être utilisés dans des projets sociaux, dans des projets d'éducation, des projets de santé. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'on doive se priver de la possibilité de générer des ressources dont l'État a besoin. D'autant plus que si nous produisons ce pétrole, il sera en général pas vraiment consommé ici. Beaucoup de ce pétrole sera vendu à l'extérieur. Alors ceux qui estiment que notre démarche n'est pas bonne, ils n'ont qu'à ne pas acheter ce pétrole-là. Mais quel mécanisme efficace mettre en place tout en exploitant les pétroles et puis en évitant la déforestation ou la destruction de la forêt? Oui. Donc le pétrole, hein, ce n'est pas comme les mines. Les mines, on fait de l'excavation, on fait sortir de minerais. C'est très destructeur. L'environnement est très détruit. Le pétrole, on fait des études géophysiques, on fait de la sismique, on identifie là où il y a la réserve, on fore et puis on sort. L'environnement en lui-même n'est pas vraiment détruit. L'environnement peut être détruit s'il y a un déversement. Mais aujourd'hui, il y a des techniques qui sont relativement fiables qui vont éviter le déversement. Donc, on identifie la ressource, on l'extrait, on évite le torchage et on exporte. Donc, c'est ça la démarche. Bien sûr, les environnementalistes, et personnellement, je considère que j'en suis un, ont tendance à aller dans de l'exagération. Pourquoi? Parce que ils veulent faire penser aux gens qu'on va faire de la coupe à blanc. C'est-à-dire, on a 155 millions d'hectares de forêt. Là où il y a un bloc pétrolier qui empiète sur la forêt, on va tout couper pour faire du pétrole partout. C'est pas ça. On identifie là où il y a le pétrole, on fait une étude d'impact environnemental. On identifie quels sont les risques et quels sont les moyens d'y pallier. Et on regarde, est-ce que ça vaut la peine d'aller ou c'est trop risqué? Et ensuite, une décision est faite d'aller de l'avant. Alors, il y a des zones de tourbières. C'est pas là-bas qu'on va faire l'exploitation pétrolière. On ne va pas faire comme ce que l'Indonésie, la Malaisie ont fait, c'est-à-dire des tourbières, ils les ont asséchées pour produire de l'huile de palme. Aujourd'hui, ça prend le feu et ça crée d'énormes émanations de gaz à effet de serre. Nous, on ne va pas assécher les tourbières pour faire ça, parce que sinon, ça risque de rompre l'équilibre écologique qu'il y a là-bas. Il n'y aura pas d'exploitation pétrolière dans les tourbières. Les tourbières vont être évitées. Les parcs nationaux et les aires protégées, il n'y aura pas d'exploitation là-bas. Effectivement, il y a certains blocs où il y a chevauchement, mais un bloc, c'est très large. Lorsqu'on fait la prospection, on peut la faire dans différents endroits. Et si jamais on veut déterminer s'il y a du pétrole sur une aire protégée, il suffit d'aller à la lisière.
à côté. On peut faire de la prospection à ce niveau-là, et ça va déterminer s'il y a du pétrole là où on a fait la prospection, ou à côté, sur l'aire protégée. À ce moment-là, l'État, qui est un État souverain, peut déclasser une aire protégée et en reclasser une ailleurs. Donc potentiellement, l'État peut dire cette aire protégée-là à 10 km². Moi, je la déclasse, je crée une autre aire protégée ailleurs qui a 20 km². Mais vous pensez que tous les Alors, moyens mis en place pour arriver à toute fin utile? oui. Alors, je ne dis pas que il faut aller dans des aires protégées. Je dis seulement que aujourd'hui, il y a même des techniques d'exploitation pétrolière avec du forage directionnel, du forage en oblique, où on peut identifier une zone qui a du pétrole et sans aller forer dans cette zone-là, de l'extérieur, on peut atteindre le pétrole qui est en dessous et l'extraire. Et ça se fait à des profondeurs de 2000-3000 mètres. Donc il n'y a aucun impact sur la flore ni la faune. Ce qui est différent de ce qui est pratiqué par exemple dans certains pays occidentaux. Ils font de la fragmentation de roches. Ça se fait à 200-300 mètres pour produire du pétrole. C'est très peu vertueux. Mais eux le font. On n'entend pas les ONG internationales se lever contre ça. Alors, pour revenir à votre question, c'est vrai, la fin ne justifie pas les moyens. Il faut qu'on aille dans une démarche transparente, inclusive, réfléchie, qu'on puisse évaluer quels sont les risques et voir si ça vaut vraiment la peine d'y aller. Parce que il faut qu'on s'assure que nous puissions générer des ressources, mais il ne faut pas que ce soit à n'importe quel prix. Et je pense, pour ma part, que au niveau du ministère de l'Industrie, il y a une ouverture d'esprit d'initier cette discussion pour aller dans une démarche qui soit la plus inclusive possible, pour qu'il y ait une appropriation par le plus grand nombre pour aller vers la production de ce pétrole qui peut changer la vie de millions de Congolais. Il faut bien entendu entourer toute cette démarche de transparence, savoir qu'est-ce que les contrats de partage de production vont dire, qu'est-ce que l'État aura, qu'est-ce que les compagnies étrangères auront, comment est-ce que cet argent va être canalisé vers le trésor public, pour que tout Congolais sache effectivement qu'est-ce que ce pétrole lui apporte et comment ce pétrole peut aider à transformer son quotidien. Alors, régénérer les ressources, l'un des biens fondés de la mise aux enchères de ces blocs pétroliers, comme vous l'avez dit. Oui, donc générer des ressources pour l'État congolais. Pour l'État congolais. Oui, mais à côté de cela, il y a certainement des inconvénients. Bon, écoutez, s'il faut faire une route pour désenclaver un village, il y a des inconvénients. S'il faut faire un hôpital, il faut débroussailler, il y a des plantes qui vont être détruites, mais on fait l'hôpital. Donc ça dépend de ce que l'on veut. Mais nous sommes dans un État, encore une fois, un État souverain, qui est très grand, qui a la taille d'un sous-continent, et où les gens sont très pauvres. 75% des Congolais, nous sommes 100 millions, 75% de Congolais, de 100 millions de Congolais, 75 millions de Congolais vivent avec moins de 1,9 $ par jour. Ces gens-là, ils ne sont pas dans une bulle de confort occidentale où certains membres de certaines ONG sont dans un bureau climatisé et nous disent ce qu'on doit faire. Il faut qu'ils aillent dans le fin fond du Sankourou, de la Chouapa. Il faut qu'ils aillent dans le Bawele. Il n'y a pas d'alimentation au coin de la rue. Les gens n'ont pas l'eau courante, ils n'ont pas l'eau chaude. Les gens sont extrêmement pauvres. Les gens, parfois, pour sortir, se cachent dans leur maison parce qu'ils n'ont pas de vêtements. Et pour sortir, ils doivent s'échanger les vêtements. Alors, on veut réduire la pauvreté de ces gens-là avec une ressource que le pays a, une ressource que les pays développés veulent. Ils en ont besoin. Parce que l'hiver arrive, il va faire très froid. Ils ont besoin de pétrole et de gaz. Et ils vont l'acheter. N'importe où, ils vont l'acheter. Aujourd'hui, certains pays qui estimaient que le Venezuela ou l'Iran étaient des États parias ont recommencé à discuter avec eux. Et donc, nous, il faut qu'on soit maintenus dans une pauvreté abjecte, parce qu'il y a des gens là-bas, dans des bureaux climatisés, en Occident, qui estiment que la RDC ne doit pas faire ça, la RDC doit rester pauvre, pendant que leur propre pays produisent des
dizaines de millions de Donc, en barils gros, de vous pétrole. estimez que le moment est vraiment choisi Non, pour cette action que mène la République démocratique du Congo. il y a une fenêtre d'opportunité qui va se refermer avec le temps. Parce que nous sommes résolument engagés, toutes les nations sont engagées vers une démarche qui vise à mettre fin au pétrole, à pouvoir aller vers des énergies renouvelables, à pouvoir aller vers des modes de transformation, des modes de transformation, de consommation, de production, de transport, qui soient plus sobres en carbone. Donc, nous y allons. Et l'idéal pour l'environnementaliste que je suis, je le répète, j'en suis un, c'est que le pétrole reste sous le sol. Et le problème, c'est que même si nous, en tant que RDC, nous gardons notre pétrole sous le sol, du pétrole va être produit ailleurs. C'est pour ça que la RDC devrait aussi Les exploiter RDC, comme d'autres nations, c'est ça? La RDC a le droit de saisir cette opportunité, puisqu'il y a une demande. La RDC vend bien ses minerais. Les minerais ont un impact environnemental lorsqu'on les sort du sol. On ne nous pointe pas du doigt. Pourquoi aujourd'hui, pour le pétrole, on va pointer la RDC du doigt? Et encore une fois, il y a un mythe qu'on est en train de construire autour de cette démarche en expliquant qu'on va détruire les tourbières, on va aller dans les parcs. Ce n'est pas le cas. Effectivement, il y a certains chevauchements, mais l'intention, ce n'est pas de permettre d'aller faire le forage dans les parcs. L'intention, ce n'est pas d'assécher la tourbière et de pomper le pétrole qu'il pourrait y avoir là-bas. L'intention, c'est sceller des partenariats avec des entreprises qui vont de manière transparente gagner l'accès à certains blocs, puisque par le passé, les blocs étaient octroyés de gré à gré. Ce n'était pas très transparent. Mais aujourd'hui, c'est un appel d'offres ouvert. Les meilleures offres vont pouvoir avoir accès à ces blocs-là et faire une évaluation du potentiel. Déterminer si effectivement il y a du pétrole ou pas. Mais même ça, les gens veulent nous dénier ce droit-là. Et moi, je ne comprends pas. Sur la base de quoi? Les gens peuvent se permettre aujourd'hui de venir faire montre d'un paternalisme anachronique qui n'a pas lieu d'être. Nous sommes un pays souverain. Donc nous, on ne pointe pas du doigt un grand pays développé qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique, qui produit 11 millions de barils par jour. Ils produisent 11 millions de barils par jour, bon, ok. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Un pays scandinave qui produit 3 millions de barils par jour et qui finance la forêt, on ne leur dit pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Tous, nous avons des engagements. Nous avons un engagement que l'on a pris dans le cadre de l'accord de Paris. C'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 21% d'ici 2030. C'est l'objectif que nous avons. Si les partenaires pétroliers qui vont venir commencent à émettre les émissions de gaz à effet de serre, qui vont nous emmener au-delà de cette courbe-là, on va leur dire il faut souscrire à un objectif de neutralité carbone. Si vous émettez 10 tonnes de CO2, il faut réduire 10 tonnes de CO2. Vous plantez des arbres, vous financez la gestion des déchets, vous changez l'accès à la source d'énergie dans certaines villes, pour réduire les émissions. Pour qu'à la fin de la journée, la planète, lorsqu'elle regarde la production pétrolière en RDC, voit que cette production pétrolière ne crée pas de hausse de température. Maintenant, ce pétrole, quand il est vendu et qu'il est exporté, s'il est utilisé ailleurs, ce ne sont pas nos émissions à nous, c'est les émissions du pays qui les utilise. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on soit dans une discussion qui soit objective, qui soit vidée de toute émotion, et surtout qu'on arrête les mythes. Parce qu'on est en train de construire des mythes. Voilà, ils vont déclencher une bombe carbone, voilà, ça va créer des émanations. Vous pensez que c'est fait à dessein pour fragiliser la République démocratique du Congo? C'est fait à dessein pour en tout cas décourager la République démocratique du Congo. La fragiliser, je ne sais pas, puisque la RDC est fragilée tous les jours. On voit bien qu'il y a des guerres qui sont fomentées à l'est du pays, des groupes armés qui sont entretenus. La RDC, constamment, on tente tout le temps de la fragiliser. Donc nous avons développé une certaine résilience. Le pays tient debout, mais on ne va pas devenir l'otage de certaines ONG internationales
qui n'ont même pas le courage de parler à leurs propres États. Que eux commencent par réduire leur empreinte carbone chez eux, et ensuite qu'ils viennent dans la Chouapa, dans le Sankuru, hein, qu'ils aillent dans ces provinces-là où les gens ont du mal à vivre, et qu'ils aillent un peu voir comment les gens vivent là-bas, et qu'ils aillent aider ces gens-là à changer leur mode de vie, en disant, vous savez quoi, vous polluez trop, il faut réduire votre émission de gaz à effet de serre. Donc il y a une espèce d'hypocrisie à laquelle il faut qu'on mette fin, et qu'on aille dans une démarche qui soit honnête, transparente, ouverte, constructive, parce que la RDC, en fin de compte, nous ne sommes pas choqués par ça, nous ne sommes pas, révoltés. Nous disons, nous voulons apprendre des uns et des autres. Nous voulons renforcer la coopération, nous voulons renforcer des partenariats où les meilleures techniques qui sont utilisées ici et là peuvent venir chez nous. On peut apprendre des uns et des autres pour pouvoir produire de la manière la plus propre qui soit. Qu'on nous dise telle technologie n'est pas bonne, évitez-la, elle a échoué ailleurs, telle autre est très bonne, elle coûte un peu plus cher, mais vous devriez faire ça. Et on va dire aux partenaires pétroliers. Donc vous avez besoin des partenaires qui vous accompagnent. On a besoin de partenaires. En termes d'idées. Pas seulement des compagnies privées, mais même les États qui peuvent venir renforcer les capacités nationales, venir renforcer toute la cartographie institutionnelle en RDC, ainsi que la société civile qui doit comprendre quels sont ses enjeux, quels sont les risques, et qu'elle puisse avoir également une voix. Mais on a besoin de partenariats. Quelles sont les limites que la République démocratique du Congo ne devrait pas franchir parlant de cette démarche qu'elle entreprend depuis un moment? Donc il faut faire, même la Banque mondiale le recommande, il faut faire une évaluation environnementale et sociale stratégique qui contient plusieurs éléments, notamment des études d'impact qui évaluent les risques, qui évalue des politiques et des moyens et des mesures pour réduire ces risques-là, et qui identifie également les moyens de renforcer les capacités au niveau notamment des services publics. Et donc ce document doit ensuite être intégré dans certaines politiques nationales qui vont pouvoir nous aider à encadrer cette démarche. Mais si on se rend compte que produire le pétrole représente un risque trop élevé, il ne faudra pas produire le pétrole. Mais il faut faire cette analyse. Mais là, on nous dit, ne faites même pas cette analyse. C'est quand même un peu drôle. On est un pays souverain, on a le droit d'essayer d'identifier certains moyens pour résoudre les problèmes auxquels nous faisons face. Et il faut pouvoir faire cette évaluation-là. Et ensuite, de manière objective, autour d'une table, on dira, voilà l'évaluation qui a été faite. Le pétrole peut rapporter ça, voilà les risques encourus. On estime qu'on peut les réduire en initiant telle démarche. Est-ce qu'on avance ou on n'avance pas? Alors, 6 mois seulement après avoir signé un accord de 500 millions de dollars pour la protection des forêts lors de la COP26, le gouvernement congolais déclare la guerre à notre planète avec les pétroles, le gaz, déclaration de Greenpeace. Qu'en pensez-vous? Bon, c'est leur droit. Hein. Ils ont sans doute des préoccupations qui sont légitimes, mais il faut simplement éviter les grandes déclarations. Les 500 millions, ils sont où? Moi, je n'ai pas encore vu ces 500 millions, mais je crois que l'engagement qu'a pris le président Tshisekedi à Glasgow, lorsqu'il a signé avec le Premier ministre Johnson, demeure réel. La RDC veut arrêter sa déforestation et veut inverser cette dynamique-là. L'engagement demeure réel. En quoi est-ce que essayer de réduire la déforestation a à voir avec le pétrole? Puisque là où on va faire du pétrole, ce n'est pas des zones où on va forcément créer de la déforestation. Puisque je vous ai expliqué que les plus grands moteurs de déforestation aujourd'hui, c'est la pauvreté, c'est l'agriculture itinérante sur brûlis, c'est les besoins énergétiques. Quand maintenant on va produire le pétrole, ça peut
nous aider justement à avoir les moyens pour sédentariser les agriculteurs qui aujourd'hui n'ont pas de moyens. Le gaz méthane qu'on va produire, ça peut être transformé en butane, qui peut être utilisé comme du gaz de cuisson. Ça va empêcher d'utiliser le macala. C'est pour ça que je dis que, paradoxalement, et de manière peut-être un peu cynique et ironique, c'est le pétrole qui risque de nous aider à mieux préserver la forêt. Et regardons un peu ce qui s'est passé dans le cadre de notre stratégie nationale REDS. Parce que moi, j'ai travaillé dessus. Moi, je suis la personne qui a finalisé la stratégie nationale RED de la RDC en 2012. Ensuite, a été déclinée dans un plan d'investissement qui, sur la période de 2020, de 2015 à 2020, visait à mobiliser environ 1 milliard de dollars. Et je pense que sur ce milliard de dollars que nous cherchions, nous avons obtenu environ 150 millions. Donc vous voyez, Ce qui paraît vous insignifiant. dites, on veut réduire la déforestation, on n'a pas beaucoup de moyens au niveau national pour le faire, on se tourne vers la communauté internationale qui estime que c'est une ressource importante pour la planète, il faut financer. On donne 150 millions alors que le besoin est de 1 milliard. Maintenant, des 150 millions de dollars, le gros va dans des frais de gestion, des frais transactionnels, dans des salaires élevés de consultants, dans des agences onusiennes, dans des ONG internationales. Et l'impact sur le terrain, c'est environ 30%. Donc aujourd'hui, l'État congolais ne peut pas vendre son pétrole et mieux investir dans l'action pour sauver sa forêt. Ne pensez-vous pas que la République démocratique du Congo ne commet-elle pas la même erreur avec le tout minier? Je ne sais pas, moi je suis optimiste. Attendons de voir. Le tout minier, le problème c'est que des contrats ont été signés et ces contrats-là n'ont pas été bien négociés. Et c'est pour ça qu'on ne sent pas forcément l'impact. On a donné, on a octroyé à ces compagnies un régime fiscal qui est extrêmement laxiste, qui leur permet de pouvoir récupérer, d'amortir leur investissement sur de longues années en ne déclarant pas artificiellement des bénéfices. Et tout ça, c'est le trésor qui perd. Qu'on profite de ces leçons apprises, le secteur minier, pour ne pas répliquer les mêmes erreurs dans d'autres branches de l'industrie extractive qu'est le secteur pétrolier et du gaz. Donc moi, je crois que il y a des préoccupations légitimes que les gens ont. Il y a des questions que les gens doivent se poser. Mais qu'ils viennent les poser et qu'il y ait un débat contradictoire au lieu que les gens aillent faire des déclarations tapageuses. Donc je crois qu'il faut que nous restions dans un débat rationnel, réfléchi, informé, objectif et honnête. Et j'ai l'impression que nous ne sommes pas dans ça. Mais n'y a-t-il pas d'autres leviers avec lesquels on peut stipuler la croissance économique et le développement? Bien sûr que si. On est un pays qui a 90 millions d'hectares, je pense, de terres arables, ou 70 millions d'hectares de terres arables. C'est clair qu'on peut faire de l'agriculture industrielle, qui puisse servir à nourrir toute l'Afrique et une partie du monde. Aujourd'hui, on se rend compte que 30% de la fourniture en céréales du monde provient de l'Ukraine et de la Russie. Et le conflit fait qu'il y a une hausse importante des prix de ces denrées-là, une raréfaction, et ça pose problème. Les RDC pourraient être une solution également pour les problèmes agricoles au niveau mondial, mais pour faire ça, il faut des mesures d'accompagnement, il faut qu'il y ait des infrastructures adéquates pour désenclaver ces zones-là, et puis des voies d'accès donc vers les grands centres, il faut un financement pour ça, il faut des mécanismes d'assurance au cas où le climat détruirait les récoltes et pas mal de choses. Donc c'est également une voie dans laquelle nous pouvons aller. Nous pouvons également aller dans une industrie de transformation locale, puisque beaucoup de nos minerais sont exportés sans transformation. On pourrait investir dans des chaînes de valeur locales où on peut arriver à produire certaines composantes, certains produits finis,
Il y a pas mal de choses Mais, qui peuvent être faites. mais pourquoi? Mais parmi ces solutions-là, il y a également le pétrole. Donc moi, je veux savoir pourquoi pas le pétrole. Et vous insistez sur le pétrole. Moi, je n'insiste pas sur le pétrole. Moi, j'insiste sur un moyen qui peut aider l'État congolais à générer des ressources. Et, 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 et ce moyen-là, c'est une ressource que le monde utilise. Si le monde arrêtait d'utiliser ce pétrole, ben la RDC n'aurait pas ce potentiel de vendre. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on dit à la RDC de ne pas exploiter cette ressource pendant que tout le monde l'utilise? Donc pour moi, c'est en fait c'est un double standard. Mais pourquoi n'est pas aller Oui. plutôt vers la logique d'un mix énergétique, Oui, oui, intégrant par exemple d'autres modalités on y comme travaille, le solaire? on y travaille avec Inga, avec l'option de produire plusieurs mégawatts à Inga, en générant également de l'hydrogène. On y travaille. Donc la RDC, je dirais, a plusieurs flèches à son arc, mais également la flèche qui s'appelle pétrole. Mais à l'heure où le monde tente de sortir des énergies fossiles, Oui, oui, nous voulons maintenant faire oui, notre entrée. oui. Oui, parce qu'il y a une opportunité économique. Ne sommes-nous pas en déphasage? Peut-être, mais voilà, c'est nous qui serons perdants à la fin. Mais qu'on nous laisse être perdants. Mais qu'on nous dise pas, vous serez perdants. Moi, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est ce paternalisme-là. Ne faites pas ce que nous faisons, mais faites ce qu'on vous dit de faire. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que les gens soient cohérents. Donc moi, je dis que euh, vous ne pouvez pas produire du pétrole, générer des milliards de dollars et empêcher qu'un pays qui a ce potentiel-là le fasse. Ce n'est pas équitable. Ce n'est pas juste. Donc il faut qu'on aille dans une démarche qui soit équitable, juste, respectueuse, et qu'on permette également aux uns et des autres de pouvoir actionner certains levées de développement. Et moi je dis, les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Ce n'est pas parce qu'on produit du pétrole qu'on va arrêter d'avoir une action vertueuse sur les forêts. On peut faire les deux. On peut continuer à protéger notre forêt, on peut continuer à faire notre contribution en termes de minerais stratégiques pour décarboner les mix énergétiques des pays industrialisés. On peut également produire du pétrole pour lequel il y a une forte demande venant des pays occidentaux. Mais vous comprenez au moins que la République démocratique du Congo est en retard par rapport à d'autres nations? Oui, mais après nous, d'autres vont continuer à investir. Ces retards accumulés, et pensez-vous que c'est un problème des gouvernances? Non, ce n'est pas un problème de gouvernance, c'est un problème d'option que l'État lève. Donc il y a ces ressources naturelles qui sont là, sous la terre. Et il y a deux branches aux industries extractives, la branche minière et la branche pétrolière. Et c'est peut-être un héritage du temps colonial, puisque nous avons eu les manettes de pouvoir à l'indépendance, et le secteur minier était plus avancé que le secteur pétrolier. Et on a continué dans ce sens-là. Et aujourd'hui, le gouvernement décide d'essayer d'actionner d'autres leviers. C'est un acte souverain, c'est un acte qui a été décidé en Conseil des ministres, d'un gouvernement qui reflète une majorité à l'Assemblée qui a été élue par le peuple. Donc je ne sais pas, moi, à quel moment on peut commencer à remettre toutes ces démarches en doute. Et encore une fois, qu'on arrête avec ce genre de mythe où voilà, on va détruire la forêt, on va assécher les tourbières. Il y a des études d'impact qui vont être menées. Et là où ce ne sera pas pertinent de faire de l'exploitation pétrolière ou gazière, ce ne sera pas fait. S'il faudrait donner des explications à un Congolais lambda, pourquoi il doit soutenir cette action que mène la République démocratique du Congo dans la mise aux enchères de ces blocs pétroliers, et quels seraient les bénéfices de la RDC dans cette action? Moi, je pense que le Congolais lambda doit se rendre compte qu'il aspire à un mieux-être. Il a des difficultés parce que son enfant ne se fait pas soigner dans les meilleures conditions. Il a des difficultés parce que il ne peut pas aller au village voir sa famille parce que la route n'est pas en état. Il a des difficultés parce que sa fille
n'étudie pas dans des classes qui sont aux normes internationales. Il a des difficultés parce que son épouse voit que le fait que nous ne soyons pas autosuffisants au niveau alimentaire, les denrées, les prix changent tout le temps. Il a beaucoup de difficultés. Ce n'est pas facile de vivre en tant que Congolais. Et donc, il apprend que son État veut utiliser une richesse qui est sous ses pieds et qui pourra aider un peu à améliorer son quotidien. Et on dit à ce pays-là, ne le faites pas, par des gens qui vivent dans des pays où tout va bien, où il y a une prospérité, où parfois même il y a une richesse extrêmement insolente. Donc, ça pose un problème. Je dirais que ça pose même un problème moral. Donc, voilà ce que je dirais au Congolais lambda. Et à lui maintenant de voir s'il soutient son gouvernement ou pas. Et des recommandations à faire au gouvernement? Je pense que le gouvernement doit continuer dans son élan et s'assurer qu'il y ait une démarche transparente et participative. On a des institutions telles que le Conseil économique et social, qui est une institution qui a un rôle consultatif, qui est saisi pour rendre des avis, après avoir mené des discussions, après avoir composé, après avoir convoqué des tables rondes avec différentes parties prenantes nationales, et des avis sont rendus et qui peuvent orienter le gouvernement, qui peuvent orienter la communauté nationale. Et donc je crois que le gouvernement doit aller dans ce sens-là, dans un sens d'une démarche qui soit inclusive, qui soit une démarche qui soit transparente. Il faut s'assurer qu'il y ait une appropriation qui soit la plus large possible et que cette démarche soit légitime. Le ministre des hydrocarbures, lors de son point de presse mardi, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il pensait de la pétition qui a été remise à la présidence, signée par 100 000 Congolais. Il a dit 100 000 Congolais ont signé une pétition, oui. Quel est le poids de cette pétition face à 100 millions de Congolais qui ont certains besoins et qui sont dans la pauvreté? Donc, moi, je pense que faire signer des pétitions, c'est très facile. C'est très facile de faire signer des pétitions. Je me rappelle, pendant la période électorale, c'était très facile de donner des t-shirts. Mais est-ce que tous ceux qui ont donné des t-shirts ont été élus? Donc ce n'est pas parce que des gens ont fait signer une pétition que ceux qu'ils proposent a une grande appropriation au niveau national. Donc moi, je crois que le gouvernement doit continuer à communiquer, à fédérer, à faire de la sensibilisation, à faire de la pédagogie pour mettre fin aux idées préconçues, pour commencer à agiter des épouvantails. Il faut qu'on aille dans cette discussion de manière raisonnée, posée, informée, afin que tous on arrive au même degré de compréhension. Alors, une question un peu particulière. Les travaux de la PRECOP sont prévus en 2 segments, scientifiques et ministériels. Alors, comment faire en sorte pour que les Congolais moyens puissent s'approprier les enjeux des questions climatiques, mais surtout le rôle majeur que doit jouer la République démocratique du Congo? Moi, je ne suis pas associé aux travaux de la PRECOP, donc je ne sais pas vraiment vous en parler. Mais je pense que le Congolais moyen doit comprendre que l'article 215 de notre Constitution stipule que les traités et accords internationaux, une fois ratifiés par notre Parlement, deviennent la loi congolaise. Et même ont une espèce de supériorité par rapport aux lois nationales. Donc la RDC, en souscrivant à l'accord de Paris, l'objectif de réduire ses émissions de 21% d'ici 2030, en souscrivant au challenge de Bonn, reboiser 8 millions d'hectares de forêt, en souscrivant à l'agenda 2030, développement durable, atteindre les 17 ODD, réduire la pauvreté, avoir un accès à l'eau, avoir l'accès à l'énergie, garantir l'égalité entre les sexes.
l'État a pris une série d'engagements au niveau international qui aujourd'hui font partie de la loi. Et l'État doit atteindre ses objectifs. Et donc, le Congolais lambda doit être conscient de cela. Et à son niveau individuel, doit voir comment est-ce qu'il peut également contribuer à l'atteinte de ses objectifs. Et ces efforts individuels peuvent paraître comme étant dérisoires, mais je peux vous garantir que les efforts individuels de 100 millions de Congolais mis bout à bout peuvent vraiment créer une grande différence. Donc, il faut qu'on soit conscient de ces engagements auxquels nous avons souscrit et voir comment nous impliquer, voir comment devenir des éco-citoyens, voir comment devenir des personnes éprises d'un civisme environnemental, d'un civisme de développement durable et s'impliquer chacun comme nous pouvons. Et je pense que c'est à travers cette sensibilisation et cette prise de conscience et cette appropriation qu'on pourra véritablement arriver à un changement. Votre mot de la fin? Merci, c'était un plaisir d'être reçu encore une fois sur votre plateau. Moi, je crois que nous devons aller dans une démarche qui soit constructive. J'ai peut-être eu des propos qui étaient parfois un peu provocateurs, mais je ne suis pas dans la provocation, je suis véritablement dans la recherche d'une démarche qui soit congolaise. Il ne faut pas qu'on apporte des schémas préconçus ailleurs pour faire peur aux gens ici et pour nous discréditer au niveau de la communauté internationale. Le gouvernement a levé une option. Cette option pourrait s'avérer salvatrice. Il faut maintenant aller de l'avant et pouvoir faire les évaluations pour voir est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que ça n'en vaut pas la peine. On ne va pas empêcher les gens de pouvoir procéder à cette évaluation-là. Donc, c'est ce que je peux dire en termes de mot de la fin. Il y a un potentiel, il faut que ce potentiel soit concrétisé, parce qu'on ne peut pas continuer à être 60 ans plus tard, l'RDC, le pays des potentiels. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'était un plaisir d'être venu. Ce numéro de Focus est terminé. Grand merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve très prochainement et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.